Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. On va verser le thé et préparer la théière parce qu'elle risque d'être lourde. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de l'état des lieux de l'édition. Je vous en avais parlé dans ma vidéo au sujet de mon rapport à Booktube parce que je ne pouvais pas parler de tout. Et ça va être surtout une vidéo qui va s'axer sur en quoi les éditeurs vous prennent pour des véritables cons, des pigeons, voilà, pour être plus poli. Et on va axer sur 4 angles majeurs, voilà, qui concerne le prix, les rééditions. Mais clairement, on est dans une période éditoriale où, comme tout le temps, il y a certains éditeurs qui profitent de la brèche pour vous pigeonner, sincèrement. Et ça m'agace un peu personnellement, parce que pour ceux qui ne suivent absolument pas la chaîne, si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, bienvenue à vous. Je tiens une maison d'édition depuis maintenant bientôt 4 ans, qui est assez engagée sur l'éthique, sur la fabrication française et ce genre de choses. Et donc je fais beaucoup de salons, j'achète beaucoup de livres parce que je suis une lectrice assez passionnée d'imaginaire. Et donc je vois un petit peu l'évolution au bout de ces 4 ans, je discute avec d'autres éditeurs. Et il est vrai que depuis quelques mois, même quasiment depuis septembre dernier, où je me suis dit quand même, il y a des éditeurs qui vous prennent pour des cons en termes d'achat et qu'il faudrait en parler. Et au-delà de ça, je voulais aussi parler du fait d'un état des lieux qui a changé au niveau de l'imaginaire, et ça relie aussi cette question-ci, qui est assez préoccupant et qui est basé aussi sur quelque chose, je trouve, d'un peu mensonger. Donc on va en parler aujourd'hui. Je vais verser le thé, je vais pas citer de maison d'édition, parce que vous êtes grands, il y a des maisons d'édition, ça se sait très vite, et que c'est pas de la chasse aux sorcières, c'est un constat, au niveau des... Quand on parle de prix, quand on parle de réédition, c'est des faits. Avant toute chose, je voulais simplement vous rappeler que ce week-end, ce dimanche, on est encore aux Imaginales, donc à Épinal. Je vous mets les petites dates de dédicace. Arnaud et moi, on sera encore là aujourd'hui. Pour le coup, Arnaud sera là durant l'après-midi et moi, je serai là toute la journée. Et on a très hâte de vous y rencontrer. Et je vous mets les petites dates de juin où je serai à Redon, donc en Bretagne pour les Mystériales. Il y aura peut-être d'autres auteurs, je vous tiendrai au courant. Et je serai au Salon du Livre de Honfleur en Normandie, donc le premier Salon du Livre en Normandie où il y aura la Reine de Fer de disponible. Et c'est gratuit. Et Honfleur est une très très belle ville. Tous mes amis parisiens, si vous savez pas quoi faire d'autre week-end, Honfleur, c'est le tip top. Chacun est libre d'acheter comme il veut, mais sincèrement, ça me fait de la peine parfois de voir des gens qui sont pigeonnés, et parfois certains comportements comme ci ont un impact direct, nous, les indépendants de l'imaginaire, ou des maisons d'édition qui sont plus engagées, plus éthiques, ou du moins qui essayent de rentrer dans les clous et qui essayent d'être un minimum dans le respect avec le lecteur. Alors, un éditeur, pour les gens qui ne connaissent pas trop ce que c'est ce métier, et une maison d'édition au sens large, c'est une société. Donc, tout comme toute société, elle est là uniquement pour faire de l'argent et du business. C'est-à-dire qu'un éditeur n'est pas là pour vous vendre un livre de qualité, engagé, éthique et tout ça. Un éditeur, de base, il est là pour faire vendre des livres. Après, tu peux rajouter l'éthique, l'engagement et ce genre de choses. C'est plus ou moins difficile. Dès que tu as des rachats de groupe, dès que tu as des grosses maisons d'édition, la notion d'argent est une notion qui prend de plus en plus de pas sur, on va dire, les ventes. Mais on est quand même dans un système éditorial en France où on a des indépendants qui ont un rapport au financier hyper important, parce que voilà, mais en même temps qui sont souvent des gens qui sont plus engagés dans leur consommation, et là je ne vais pas parler forcément des 3 normes, mais je vais parler en globalité de mes collègues de travail, mais je connais des maisons d'édition qui se sont battues avec leurs imprimeurs pour ne pas augmenter leur prix, voilà, quitte à se faire moins de marge, pour garder des prix qui étaient abordables pour le public. On a des maisons d'édition qui ont décidé d'éditer de façon plus éthique, c'est-à-dire en France, voilà, de publier en France, d'arrêter de publier à l'étranger ou même très très loin, et donc devenir très très polluant, ou même avoir des maisons d'édition qui sont engagées sur certaines thématiques et ce genre de choses. Donc ça, c'est quand même un rappel. Le but d'une maison d'édition, c'est de vendre des livres. Voilà. Le problème, c'est que vendre et vendre, il y a deux notions. Il y a des gens qui vendraient leur mère, et il y a des gens qui ont un respect un petit peu pour le client. Et le respect pour le client, il est un peu, il a été un peu chafouiné ces derniers temps. En quoi les éditeurs vous prennent pour des cons ? La première chose, c'est le prix des livres. Pas mal d'éditeurs ont profité d'une brèche. Une brèche qui s'est faite par des choses qui sont assez horribles, la crise et l'augmentation du papier. Il faut savoir que le papier, c'est une des matières premières qui a le plus augmenté dans le monde, et on est quand même sur des augmentations parfois qui sont de 50%, du prix du papier. Et donc quand tu vois combien tu payes maintenant,
il faut t'accrocher à ton siège, hein, parce que quand tu compares, même il y a 4 ans, t'as envie de pleurer. Voilà, t'as envie de pleurer. Et voilà, je vous dirai pas combien j'ai payé la Reine de Fer, mais je peux vous dire que quand ils m'ont annoncé le prix, j'étais scotchée littéralement à ma chaise. Et donc, cette augmentation du prix du papier a provoqué donc une augmentation des coûts, ce qui paraît assez logique. Voilà, une matière première augmente, le produit augmente. Ça, c'est de l'économie de base. Le problème, c'est que, contrairement à ce que j'ai pu entendre, le papier n'a absolument pas baissé. Ça se stabilise un peu, mais vraiment, quand j'ai vu les prix de 2024, j'étais en mode « je suis en sueur ». Dans la tête des gens, on est passé sur des gammes de prix qui ont augmenté. Avant, un livre grand format type Brajon coûtait 25 € et Brajon était un peu les plus chers sur le marché. Maintenant, 25 € c'est tout à fait la norme, on est plus sur du 28 € quand t'as un livre assez épais. Le problème, c'est qu'il y a des éditeurs qui décident de profiter de ce mouvement-là pour vous éditer des livres beaucoup plus petits, avec des mises en page beaucoup plus aérées, donc un coût de mise en page beaucoup moins important, hein, beaucoup moins de frais de correction et ce genre de choses, pour vous vendre des livres plus épais. Voilà, qui ont peut-être coûté un peu plus cher à la production, mais qui, en vérité, ils tronquent un petit peu. C'est-à-dire que tu prends un livre de 400 pages édité chez ces éditeurs-là, ça pourrait correspondre à un livre de 250 pages chez un autre éditeur. Voilà, sauf qu'ils le vendent le même prix, sauf qu'ils n'ont pas eu les mêmes coûts. Donc il y a ces faits-ci, et il y a surtout beaucoup d'éditeurs qui ont placé ces prix-là comme une norme et qui profitent du fait que bon nombre d'éditeurs ont la démarche actuellement de retourner sur une publication un peu plus éthique. Voilà, publication soit européenne mais surtout française, et du genre publier en France ou en Espagne, ça n'a rien à voir, et je peux vous dire que publier en France et en Chine, ça a encore moins rien à voir en termes de prix. Et donc, ils proposent les mêmes prix, que ce soit publié en Italie, que ce soit publié en République tchèque, que ce soit publié en Bulgarie. La Bulgarie a été un pays très utilisé ces derniers mois, et en Chine, en Asie, au Bangladesh et ce genre de choses. Ils vous proposent les mêmes prix pour la même taille de romans que des romans qui sont publiés de A à Z en France. Et donc, vous vous dites, il y a peut-être un petit problème. Oui, parce qu'en fait, ils partent du principe que les gens ne regardent absolument pas où leurs livres sont produits, que les gens regardent juste la taille et l'épaisseur du livre, regardent pas forcément la mise en page, l'espacement et ce genre de choses, et qui vont dire, bah non, un livre c'est 25 €. Un livre qui est fait en Chine, potentiellement ne devrait pas être vendu le même prix qu'un livre qui est fait en France. C'est pareil, un vêtement qui est fait en Chine ne devrait pas être vendu, il n'est pas vendu de la même prix qu'un vêtement qui est fait en France. Sauf que dans le livre, il y a cette espèce de méconnaissance, de désintérêt du public sur la fabrication. Et donc, il y a des éditeurs qui profitent de cette brèche pour vous vendre des livres parfois de très très mauvaise qualité au même prix que de livres qui sont publiés en France. Vous avez vu une célèbre maison d'édition qui se fait taper depuis quelque temps sur ses reliés, donc imprimer souvent quasiment les reliés qu'en Asie, même s'il commence à y avoir en Europe des reliés qui sont disponibles, de très mauvaise qualité, à des coûts qui sont équivalents à des formats, alors qui ne sont pas forcément reliés en France, mais des très beaux livres fabriqués en France, et qui vont vous durer sur le temps. Donc c'est bien de faire des jolis livres, encore faut-il qu'il faut faire des livres de qualité, mais ça on en reviendra juste après. Mais donc voilà, c'est un premier point où véritablement j'étais dans des salons, où je suis tombée sur des livres à 25 balles, sur des formats qui sont même pas forcément des grands formats de livres, hein, c'est pas des formats qui sont légèrement plus petits, des couvertures qui sont pas ouf, mais ça on va en parler juste après, et surtout des mises en page et une épaisseur où je me suis dit pourquoi je payerais un livre fait hors Europe ou en Europe, mais en l'Europe de l'Est, le même prix alors qu'il fait 150 pages, qu'un bouquin imprimé en France qui fait quasiment le double et le triple. Je veux dire, il y a quand même un problème. Et c'est pas forcément une question de traduction, hein. Moi j'ai vu ça sur des auteurs qui étaient des auteurs français, donc il n'y a même pas des coûts de traduction qui sont pris en compte. Donc voilà, c'est juste le tips à vous donner, faites attention, regardez où vos livres sont imprimés, parce que parfois vous faites vraiment pigeonner au niveau des prix. Le deuxième point, en quoi les éditeurs vous prennent pour des cons? Les IA. Alors les IA, c'est un gros sujet, j'en ai pas vraiment parlé sur la chaîne, on en a parlé un peu sur Twitch. Moi je suis arrêtée sur mon idée, et ça ne me fera absolument pas changer d'avis. L'utilisation des IA
d'IA dans les couvertures de maisons d'édition et même dans la traduction, qui pose aussi un problème dans l'écriture et ce genre de choses, est très problématique selon moi. Mais surtout, la fabrication de couvertures à partir d'IA, c'est du vol. C'est-à-dire que les IA volent des données des œuvres d'artistes, notamment sur Internet et autres, et les réutilisent. Donc c'est du vol pur et dur, et donc l'utilisation de IA, surtout quand on est une maison d'édition, est compliqué. Voilà, il y a d'autres questions qui se posent dans d'autres formats de publication et ce genre de choses, on va pas aborder ce sujet-là, mais pour moi c'est hyper compliqué. Et c'est compliqué nous en tant qu'éditeurs parce qu'il y a eu des affaires comme quoi il y a des artistes qui ont utilisé des IA et qui n'ont pas prévenu les éditeurs avec qui ils travaillaient. Donc les éditeurs se sont retrouvés dans la panade en disant mais nous on n'a pas payé pour ça du tout. Voilà. Et surtout il y a plein de rumeurs et ce genre de choses. Il y a des maisons d'édition qui utilisent des IA pour faire leur couverture. Donc qui utilisent le travail d'artistes volés, qui ne travaillent plus avec des illustrateurs, voilà, qui ne rémunèrent plus des artistes, des talents, mais plutôt des logiciels qui volent le travail d'autrui. Alors ça, vous pouvez le voir visuellement parce que les IA, ça se voit un petit peu au niveau des couvertures. Vous pouvez le voir sur les mentions parce que normalement, il est obligatoire d'avoir une mention d'artiste au moins à l'intérieur du livre. Voilà. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que il y a des éditeurs qui vous prennent pour des cons en utilisant du travail volé et en cachant ça, en ne mettant pas en grand sur leur bouquin que ce livre a été fait à partir d'une IA. Si c'était clairement dit, voilà, le lecteur aurait toutes les informations pour acheter son livre. Ce qui n'est pas le cas la plupart du temps. Et tu peux le voir en salon, le nombre de gens qui mentent sur ce sujet, voilà, parce qu'ils savent très bien que c'est un sujet un petit peu épineux. Donc ça, c'est le deuxième, on va dire, les éditeurs vous montent sur tout simplement la fabrication pure et dure du livre. C'est un sujet qui est très compliqué, autant du point de vue de l'éditeur que du point de vue des illustrateurs. On commence à voir ça aussi en correction, même des livres qui sont écrits par des IA. Mais c'est aussi, je trouve, un manque de respect vis-à-vis du lecteur de ne pas informer clairement s'il y a des IA qui ont été utilisées. Voilà, je peux vous dire que c'est assez choquant quand j'ai appris des trucs sur certaines maisons d'édition, mais c'est fou, hein. C'est fou que même des maisons d'édition assez prestigieuses ont eu recours à ça, quoi. Et que les lecteurs ne le savent pas, et je trouve ça totalement dégueulasse. Le deuxième point sur l'état des lieux de l'édition, comme on est dans une période, on va dire, de crise, il y a deux phénomènes qui se sont créés, les éditions de luxe, voilà, c'est-à-dire les rééditions, et les rééditions de rééditions de rééditions. C'est-à-dire que tu regardes des catalogues de certaines maisons d'édition qui te ressortent une énième édition d'un énième texte. Voilà, juste avec une couverture plus belle. Ça n'apporte absolument rien. Déjà, ça bouche le milieu éditorial en proposant d'autres textes voilà, aux lecteurs. Mais c'est aussi, je trouve, prendre des lecteurs pour des cons, des lecteurs qui suivent des catalogues en disant « Bah non, on va vous rééditer ça ». Parce que bon, même si ça a très mal vieilli et que c'est quand même des sagas qui sont un peu compliquées à éditer aujourd'hui, on commence parce qu'elles sont belles, les couvertures. Il y a vraiment des maisons d'édition qui sont que sur de la réédition. Voilà, et je le vois beaucoup sur même quand je cherche des livres sur les sorties, il y a des maisons d'édition qui mentent un peu sur leurs sorties, je trouve, sur le fait que c'est pas des nouveautés ce qui ressortent, c'est des rééditions de textes parfois qui ont 10 ans dans leur catalogue, de quelques années, ils disent « Ah bah non, c'est une nouvelle sortie », donc pour relancer le truc, alors qu'en fait c'était déjà disponible il y a 10 ans, tu vois, sur leur truc, ou même il y a très peu de temps, il y a des gens, c'est l'espace de 3 ans. Donc il y a ce truc aussi de, on alimente la nouveauté qui est pas vraiment une nouveauté, et ça, c'est pas très très cool, je trouve. Voilà, c'est pas très transparent. Et surtout, c'est donc les rééditions format de luxe plus, on dirait, avec des paillettes en plus et ce genre de choses. Alors, chacun fait ce qu'il veut en termes de consommation de livres, mais il y a des maisons d'édition qui ont clairement choisi leur camp sur ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire des beaux livres et pas forcément des livres de qualité. Et malheureusement, ils trompent même leurs lecteurs, c'est-à-dire qu'on a des moyens où on va vous sortir une telle édition qui va vous coûter un tel prix. Il faut vous dépêcher parce que l'éditeur fait croire qu'il n'y a pas beaucoup de stock, machin, alors qu'il restock à chaque fois, hein, il réimprime à chaque fois, hein, je veux dire, ils sont pas cons. Le but pour eux, c'est que vous vous précipitiez pour acheter au plus vite, pour faire des pénuries et donc alimenter, parce que nous sommes des humains consommateurs, la notion de « je veux absolument mon truc, donc je vais le commander tout de suite ».
Et donc, on a des éditions où vous allez payer 20 balles, 25 balles votre bouquin. Voilà, vous êtes content. Vous allez même parfois acheter le collector presque à 30 euros. Tout ça pour apprendre quelques mois après qu'en fait, il y a une nouvelle version collector shiny de luxe qui est encore plus chère. Donc déjà, au-delà du fait de jouer sur la collection, jouer sur le paraître, sur le beau, le truc, l'esthétique, donc à qui a le plus de moyens du genre vraiment là-dessus, ça trompe le lecteur qui s'est fait chier à acheter sa petite édition collector du début, et tout ça pour se rendre compte qu'il y a une édition collector encore plus chère qui va y avoir 6 mois après. C'est différent quand vous avez une maison d'édition qui fait par exemple un collector intégral de textes qui sont sortis il y a quelques années. Ils font qu'un collector et ce genre de choses. Là, il y a des maisons d'édition sur le marché qui vous proposent des collectors suprêmes de machins et trucs. Ça, c'est pas cool. Et ça lie aussi à une autre question que j'avais pas pensé, mais je vous en parle tout de suite. C'est un phénomène qui existe depuis quelques années, qui a été instigé par une maison d'édition en particulier, mais qui est de plus en plus présent. C'est le fait que des maisons d'édition vous manipulent. Il y a des maisons d'édition qui sont au courant des dérives de leur façon de produire et qui profitent du système parce qu'ils savent que ça les avantage. Il y a eu un courant, notamment avec les beaux livres, de vente sur Vinted avec des gens qui, et je le vois parce que je parle avec des libraires, sur la sortie de quelques titres, des gens vont venir, avec des gens qui ont les moyens, à acheter 20 livres ou 30 livres de ce titre, voilà, de faire une pénurie dans la librairie, parce qu'en général les librairies n'ont jamais 20 ou 30 livres d'un titre, à part les très très grosses sorties, et vont les revendre sur Vinted beaucoup plus cher, parce qu'il y a un phénomène de pénurie, voilà. Et on a des maisons d'édition qui sont tout à fait au courant de ça, mais qui jouent de ça en continuant à faire des limités, en continuant d'insister sur les collecteurs limités et tout. Ils ne font absolument rien pour endiguer le processus de ces gens qui vont acheter en masse et ne vont absolument pas limiter les trucs, et au contraire vont en profiter un petit peu en se disant merde, les gens en fait ils aiment les trucs collecteurs, ils aiment quand ça sort et tout, on va profiter du système à fond. Et donc ça c'est hyper horrible comme système parce que vous avez peut-être vu se passer sur les réseaux sociaux, moi j'en ai parlé avec plusieurs lecteurs, j'ai eu des parents qui m'ont dit que leurs enfants avaient pris la carte bleue pour acheter des bouquins à 100 balles alors qu'ils étaient vendus 25 euros, et que le pire dans tout ça c'est qu'ils étaient encore dispo en librairie, voilà, ou qu'ils ont été réédités 15 jours après. Donc on est sur quand même des choses où quand tu sais que ton lectorat a ce genre de comportement-ci, que ça arnaque des gens, bah tu fais attention. Voilà la façon de faire, tu évites d'avoir une communication axée sur un certain type de communication, et surtout t'arrêtes de faire des collectors, de machin de collector plus, parce que ça indique ce truc-là de consommation, de surconsommation, et en fait ces éditeurs-là vous poussent à acheter, à dépenser. Et c'est pas toujours très sain vis-à-vis du client. Après, c'est leur boulot, voilà, mais il y a quand même consommer. Et pour le coup, c'est toujours un peu compliqué. Un autre point, parce que c'est les vidéos, j'avais noté 3 axes, mais ça me vient en tête. Ces derniers mois, voire une grosse dernière année, j'ai remarqué énormément en salon le fait que des éditeurs, des vendeurs sur les stands vous prennent pour des cons en vous vendant des livres qui sont absolument pas adaptés à vous. Vous allez sur des salons, il y a énormément d'auteurs, il y a énormément d'éditeurs qui viennent et qui vont vous parler, et vous allez leur donner leur goût, et ils vont vous mentir sur l'intitulé du titre de leur livre pour faire une passerelle en disant, je sais pas, moi j'aime les salauds gentilshommes, ils vont dire ah ouais non mais il y a du voyage et tout, alors qu'en fait il y en a pas du tout dans leur bouquin. Vous verriez le nombre de fois que ça m'arrive en salon où je rigole parce que ils adaptent leur discours en fonction de ce que aiment les gens, et en fait il y a pas du tout ça. En général, quand un éditeur a tout sur son stand, c'est qu'il n'y a rien, voilà, et donc ils vous manipulent pour acheter, pour vous vendre des trucs qui sont pas adaptés. Et pareil, alors là j'en avais déjà parlé dans la vidéo, mais il y a pas mal d'éditeurs qui proposent des contenus qui sont clairement pour les adultes, qui n'ont aucun problème à vendre des livres à des ados de 12 ans. Voilà, je l'ai vu encore un nombre de fois énorme, du genre même sur de la new romance ou de la romance dark romance, où même des libraires étaient là en mode bah bien ma chérie, prends ça. Ah, c'est vrai que captif pour une enfant de 12 ans, faut se regarder dans le miroir quoi. Donc il y a ce truc aussi qui est assez présent. Et on va conclure sur le très gros point que je voulais parler en fait à la fin, parce que c'est vraiment l'état des lieux de l'imaginaire actuellement. Je l'avais vite fait aborder en vidéo auparavant.
On est dans un système éditorial d'imaginaire en France qui est en grand danger, notamment en librairie. Je pense que beaucoup de lecteurs ne s'en rendent pas compte. Avoir une place en librairie quand vous êtes un éditeur indépendant d'imaginaire est le parcours du combattant. Ça l'a toujours été, mais là c'est le parcours du combattant, d'autant plus qu'on est dans une surproduction du livre. On a des maisons d'édition qui produisent des centaines de livres par an, ça n'a aucun sens. Mais surtout... on a des maisons d'édition qui ont vite compris l'intérêt de l'imaginaire. C'est-à-dire que l'imaginaire, on est un genre littéraire qui gagne des points tous les ans. Et ça, c'est quand même quelque chose... Alors, toujours des tout petits points, mais on a des parts de lectorat qui augmentent tous les ans. Le truc, c'est que cette année, vous n'êtes pas sans ignorer que l'édition s'est portée mal. Or, un secteur éditorial, le cul, voilà, la romantaisie, la romance, dark romance et ce genre de choses, là, ça a fait vendre mais des cartons, et c'est la romance, et notamment la romance sexualisée, qui a vendu et vendu. Je juge pas les gens, vous faites ce que vous voulez, mais c'est un fait. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de maisons d'édition, de grands groupes, qui ont ouvert des collections d'imaginaire. Voilà, ils le vendent en imaginaire et ce genre de choses, en mode non mais on fait une collection sérieuse d'imaginaire et ce genre de choses. Il y a des maisons d'édition, c'était le cas, genre Christian Bourgois vient de lancer un axe d'imaginaire avec Titus. Mais on a des maisons d'édition assez connues qui ont fait croire à tout le monde qu'ils vendaient de l'imaginaire, mais en fait c'était de la romantaisie. Et que romantaisie et fantaisie et imaginaire, ça n'a rien à voir. Et donc on se retrouve sur les tables de libraires avec la moitié de la table de libraires consacrée à la romantaisie. Romantaisie donc qui est un mélange de fantaisie et romance, qui est plutôt correspond à la définition d'une romance avec une touche de fantaisie. Donc en fait, la romantaisie, c'est pas forcément, et c'est souvent pas le lectorat de fantaisie qui lit de la romantaisie, il faut dire ce qui est, c'est plutôt un lectorat de romance, de ce qui a été observé. Et donc on se retrouve avec un rayon de romance qui est en train de s'étendre sur l'imaginaire, en train de bouffer des parts de marché, et de plus avoir de place sur les étals. Voilà, il y a des maisons indépendantes qui n'ont plus de place parce qu'en fait, il y a des énormes groupes. Pour les gens qui connaissent pas comment se passe un peu le secteur éditorial, mais une fois l'éditeur, il y a donc une personne, un groupe qui se charge de faire le lien entre l'éditeur et le libraire ou la grande surface et ce genre de choses. Et plus tu es gros, plus tu passes par ces structures-ci, et c'est elles qui ont du pouvoir pour te mettre en place en librairie. Et donc quand tu as des énormes groupes qui appartiennent à Hachette et Editis, qui t'ouvrent des collections de imaginaire, mais en fait de romantaisie, qui vont te vendre les textes en mode non, c'est bien de l'imaginaire parce que c'est une collection d'imaginaire, et bah tu n'as plus de place parce que tu ne peux pas faire concurrence à des gens qui sont énormes, genre c'est une machine éditoriale énorme, et donc on se retrouve, alors sans critiquer la romantaisie parce que voilà, c'est juste faites un rayon romantaisie, voilà, et laissez la place à l'imaginaire sur leur table, mais on est en train d'avoir dans ce système éditorial en plus hyper mensonger, parce qu'il y a plusieurs maisons d'édition qui ont fait ça, en disant ah, on fait de l'imaginaire, en fait tu fais de la romantaisie, je veux dire c'est pas du tout le même public, c'est pas du tout la même chose, c'est même pas les mêmes couvertures, le même type de titre, le même type d'histoire, voilà. Et tu es en train de prendre la place au lieu de créer un rayon romantaisie du côté de la romance, voilà, comme il y a eu la new romance, comme il y a eu ce genre de choses, et ben prendre la place sur l'imaginaire parce que l'imaginaire est un genre où il y a des indépendants et qu'il n'y a pas tellement d'énormes maisons d'édition qui sont présentes, et donc on peut bouffer des parts de marché. Et donc c'est hyper chiant parce que ça a deux conséquences. La disparition des indépendants sur les tables d'imaginaire, donc la disparition de textes engagés, de textes pas trop commerciaux, voilà, pour ne laisser que les gros groupes comme Brajon ou ce genre de choses gérés avec Hachette. Et on a aussi le deuxième fait, c'est que toi, en tant que lecteur, tu vas en librairie acheter ton petit livre, tu veux ton petit livre d'imaginaire, et que tu te retrouves à te dire « Ah, c'est le rayon imaginaire, il y a tel livre, je le prends », et que tu te retrouves avec une romance, avec parfois énormément de cul, et tu te dis « Mais je me suis fait couillonner ». Voilà, je me suis fait avoir, parce que c'est pas du tout ce que je voulais. Et du genre, ces bouquins-là, certains mettent romantaisie sur leur couverture, il y en a, ils cachent tout ça, mais c'en est. Et donc, c'est aussi mentir au lecteur, c'est faire de la fausse communication sur les livres, c'est un marketing genre qui est particulier, parce qu'il y a des romans de romantaisie qui sont vraiment étiquetés romantaisie quand on n'y connaît rien, tu te fais avoir. Et voilà, ça a une conséquence où en fait on est en train de tuer l'édition indépendante, parce que c'est en train de dévorer tout. C'est une mode, on le sait tous, hein, que la romantaisie, à un moment ou à un autre, ça va se calmer, parce que voilà, c'est comme toute mode, ça s'essouffle. Mais le problème, c'est que c'est pas problématique en soi comme genre, c'est juste que c'est problématique quand ça essaye de dévorer un autre genre qui a rien demandé et qui a son public qui est en mode
les gars, pourquoi il y a de la romantaisie chez tel éditeur? C'est pas du tout ce qu'on lit depuis 15 ans, quoi. Donc, et j'ai pas envie de lire ça. Et donc, on est sur un truc de. Ça se bataille en librairie, ça se bataille en représentation, ça se bataille même sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez, il y a 5 ans, les booktubers qui parlaient de fantasy et maintenant, ce qui parle de fantasy, c'est plus du tout les mêmes maisons d'édition qui sont mises en avant, c'est plus du tout le même genre de titre. Il y a une invisibilisation de ça qui fait que ça compte. Déjà que ça prend un peu le lecteur pour un con aussi parce que on vous ment clairement sur la ligne éditoriale en vous faisant penser que certains bouquins sont de la fantasy alors que c'est de la romantaisie et que, qu'on se le dise, c'est pas la même chose et c'est surtout pas forcément le même public. Et voilà, donc ça c'est un petit peu casse-pied sur ces... Si vous voulez agir, voilà, si vous voulez agir là-dessus, la seule chose que j'ai à vous dire c'est acheter de l'édition indépendante. Parce que là, les systèmes qu'on voit actuellement avec des gros groupes et tout, des nouvelles maisons d'édition et tout, ou même des maisons d'édition qui faisaient de l'imaginaire, en fait, qui s'orientent sur un truc qui c'est pas du tout de l'imaginaire, hein, c'est de la romantaisie, voilà, qui change d'axe, essayez de soutenir les gens qui, si vous êtes amateur d'imaginaire et ce genre de choses, que vous avez envie de faire survivre des maisons d'édition, faites-le, achetez indépendant parce que c'est grâce à ça que ça tient. Et ce qui est le plus désarmant dans tout ça, c'est que je parle avec des libraires et que les libraires sont en mode mais même nous on en a marre quoi, parce que on nous vend des trucs qui sont pas du tout ce qu'on a demandé, on est spécialisé en imaginaire, on se retrouve avec de la romance de cul qu'on n'a pas demandé, voilà, sur nos étals, ça prend de plus en plus de place et on n'a plus de place pour le reste. Et en même temps on doit en vendre parce que ça se vend, mais le reste se vend aussi, mais on n'a plus de place. Donc c'est un engrenage qui fait qu'en ce moment l'état de l'édition est assez préoccupant pour l'imaginaire, avec quelque chose moi j'avais pas forcément vu venir là-dessus, que je pensais pas que la romantaisie aurait un tel impact sur les ventes en librairie, mais c'est une inquiétude qui est partagée par beaucoup d'éditeurs. Et malheureusement, sans l'intervention du public, c'est une inquiétude qui risque de pas s'améliorer et d'être un peu problématique pour l'avenir de l'imaginaire. Mais voilà, c'est aussi prendre le lecteur pour les cons, de mentir sur sa ligne éditoriale, de se positionner en librairie dans des rayons qui ne sont pas destinés pour ce type de lecteur, et que c'est aussi la responsabilité des libraires, je trouve. Mais bon, après ils ont tellement de boulot que je veux pas juger ça, mais par pitié, estampiller les bouquins plus si c'est de la romantaisie, de l'imaginaire, essayez de ne pas nous faire perdre de l'argent pour rien, quoi. Parce que franchement, il y a des lecteurs qui aiment les deux, mais il y a des lecteurs qui sont totalement hermétiques. Il y a des lecteurs de romantaisie qui n'en ont rien à faire, et vice-versa. Il y a des lecteurs d'imaginaire, ils sont là pour lire du Gemmel et ce genre de choses, ils sont là pour lire du Abercrombie, et qui vont se retrouver avec des textes qui sont pas du tout adaptés, qui vont dépenser 28 balles, et qui vont perdre confiance en plus en l'édition, parce que à force de prendre le lecteur pour des cons, on a des lecteurs qui sont de plus en plus sur la défensive pour acheter des livres, pour tester, et donc ça pose aussi un intérêt sur les petites structures, sur même des nouveaux titres qui sont moins populaires, parce qu'ils se disent je connais pas donc j'achète pas parce que j'ai peur de me faire douiller. C'est un peu le serpent qui se mord la queue malheureusement. Si vous avez envie de vous exprimer, n'hésitez pas. C'est une petite discussion sur l'état des lieux, on va dire, de l'édition, qui est une édition en crise, à part certains secteurs qui tiennent un petit peu comme ça, mais ça a des conséquences qui sont quand même assez importantes et désagréables pour certains milieux. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.